OK. Hier, on a eu 60. En ligne? Oui, Ah oui, quand même, hein? Qu'est-ce que vous aviez, là? Santé chez les enfants. Donc ça Ah oui, ça te bien du bon. C'est en anglais. Ça rejoignait aussi beaucoup à l'extérieur du Québec. Ah oui. Mais c'était seulement le webinaire. Ah, On OK. n'était pas en personne. OK. Alors, on a 8h30. Est-ce que je peux prendre peut-être de l'eau? Je peux apporter, oui. Bonjour à tous. Je vais juste me préparer un verre, s'il vous plaît. Alors, bonjour à tous. Il est 12h30, alors nous allons débuter. Bienvenue d'abord. Merci de vous joindre à nous pour ce webinaire avec Pascal Prudhomme. Mon nom est Sarah Fortin. Bonjour, entrez, installez-vous. Oh. Donc, mon nom est Sarah Fortin. Je suis la coordonnatrice transfert des connaissances pour le réseau canadien des centres de données de recherche. Le webinaire d'aujourd'hui est organisé en collaboration avec le Centre interuniversitaire québécois de statistique sociale, le CIQSS, et ainsi qu'avec la collaboration du département de démographie de l'Université de Montréal et l'Institut Santé et Société de l'UQAM, de sorte que nous avons donc des participants qui sont présents ici même à Montréal dans les bureaux du CIQSS et en ligne également. Voilà. Alors, avant de présenter notre conférencière d'aujourd'hui, je vais prendre quelques instants pour présenter brièvement le réseau pour ceux d'entre vous qui ne sont pas familiers avec nous. Comme on peut le voir sur cette carte, je vais donc lancer, voilà la carte. Donc, comme on peut le voir, le réseau est vraiment un réseau vraiment pan-canadien. Alors, vous voyez les installations à travers le pays, qui compte en fait 27 centres de données de recherche, dont ceux du CQSS ici même au Québec, qui comprend des installations à l'Université de Montréal, à McGill, à l'Université Laval, à l'UQAM, ainsi qu'à l'Université de Sherbrooke. Nos centres sont habituellement situés sur un campus universitaire. Ce sont des laboratoires informatiques sécurisés qui permettent aux chercheurs ayant un projet de recherche approuvé d'utiliser les microdonnées détaillées générées par Statistique Canada. On parle ici des données de recensement, mais également des enquêtes transversales, des enquêtes longitudinales, ainsi que de plus en plus des données administratives. Le CIQSS donne également accès aux données de l'Institut de la statistique du Québec. L'an passé, plus de 1500 chercheurs ont utilisé nos installations à travers le Canada, dont environ le tiers d'entre eux étaient des étudiants de maîtrise ou de doctorat. Depuis 15 ans, les recherches qui sont menées dans le réseau ont permis de mieux comprendre les transformations qui touchent l'ensemble de la société, mais également les facteurs qui influencent le parcours et le bien-être individuel des personnes. Par exemple, changement démographique et vieillissement de la population, déterminants sociaux de la santé, inégalité de revenus, développement des enfants, participation au marché du travail et, bien entendu, intégration des nouveaux immigrants ou des nouveaux arrivants. Pour en savoir plus, je vous invite à visiter nos sites web respectifs. Vous avez l'adresse à l'écran. Et notamment, je vous invite à consulter la bibliographie en ligne pour les plus récentes publications dans votre domaine d'intérêt, ainsi que la liste de toutes les enquêtes qui sont disponibles dans le réseau pour ceux d'entre vous qui désireraient utiliser l'une ou l'autre de ces enquêtes pour vos propres recherches. Alors voilà, sans plus tarder, je vous présente notre conférencière d'aujourd'hui. Prochaine diapo. Donc, Madame Pascal Prudhomme est professionnelle scientifique à l'Institut de recherche Robert Sauvé en santé et en sécurité du travail depuis 2006. Ses travaux portent principalement sur la production d'études statistiques concernant les lésions professionnelles, la main-d'œuvre, les conditions de travail et la santé. Elle a écrit ou co-écrit de nombreux guides, rapports et articles scientifiques, dont tout récemment Travailleurs immigrants et santé et sécurité au Québec, État des connaissances statistiques et recension des sources de données, qui fait en fait l'objet de sa présentation d'aujourd'hui. En terminant, simplement vous dire que la présentation durera environ 40 minutes, après quoi nous prendrons vos questions. Pour ceux d'entre vous qui nous écoutez en ligne, je vous invite à utiliser à votre écran, il y a une portion où vous pouvez cliquer et inscrire vos questions. Je vais les lire pour vous. Par ailleurs, vous pouvez également peser sur la petite main et elle se lèvera et à ce moment-là, je ouvrirai votre micro si vous le préférez et vous pourrez poser vous-même votre question en ligne. Alors voilà, merci beaucoup Pascal d'avoir accepté d'être ici aujourd'hui et je te passe la parole. Merci.
que la présentation, elle est... ça continue? Peut-être simplement ajouter, pour ceux d'entre vous qui êtes ici sur place, pour que les gens en ligne puissent entendre vos questions, lors de la période des questions, je vais vous demander d'utiliser le micro. Merci. Je peux fermer la caméra ou elle reste ouverte tout le temps? Ou... Elle va rester ouverte. OK. Il me semble que tantôt, il m'a dit que je pouvais la fermer, là. Je veux pas rien... Oui, vous pouvez la fermer. Ah, on peut la fermer. Merci. Alors, bonjour à tous. Merci d'être là pour ma présentation. Je voudrais remercier les gens du CIX de nous avoir invités. Habituellement, c'est rare qu'on a l'occasion de venir présenter nos résultats de recherche à l'extérieur du réseau de la santé et de la sécurité du travail. Donc, aujourd'hui, je vais vous présenter les résultats d'une étude qui portait sur les travailleurs immigrants et la santé et la sécurité du travail. Donc, on a fait un état des connaissances et une recension des sources de données existantes. Donc, je tiens à souligner la collaboration de mes collègues de l'IRSST à cette étude-là, Marc-Antoine Busque, Patrice Duguay qui est dans la salle et Daniel Côté aussi qui est également dans la salle. Ça marche-tu? Ça marche pas? On va cliquer comme ça. Alors, l'IRSST, je vais prendre quelques minutes parce que je ne sais pas si tout le monde connaît l'IRSST. Des fois, les gens ne savent pas trop ce qu'on fait. Donc, je vais vous présenter un peu ce qu'on fait, notre mission. Donc, à l'IRSST, on est un organisme qui mène et qui finance des recherches pour éliminer les risques d'atteinte à la santé et à la sécurité du travail. Et puis, on veut favoriser aussi la réadaptation des travailleurs qui sont victimes d'une lésion professionnelle. La mission de l'IRSST, alors, on contribue par la recherche à la prévention des accidents du travail, mais aussi des maladies professionnelles et à la réadaptation des travailleurs qui sont victimes de lésions professionnelles. On joue aussi un rôle d'assurer la diffusion des connaissances qu'on réalise et jouer un rôle de référence scientifique et d'expertise. Puis finalement, on a tout un volet où on offre des services de laboratoire aussi au réseau public de prévention en santé et sécurité du travail. Donc, pour faciliter la planification des études, à l'IRSST, on a un groupe qui s'appelle le groupe Connaissances et Surveillance statistique à la direction scientifique, dont je fais partie de cette équipe-là. Donc, c'est une équipe qui est constituée de démographes et d'un économiste. Et puis, notre mandat, dans le fond, c'est qu'on produit, on développe, on diffuse des indicateurs statistiques à base de données existantes. Donc, on utilise principalement les fichiers de la CNESST, qui est anciennement la CSST, qui a changé de nom récemment. Et puis, nos indicateurs qu'on fait, ben, ils servent à soutenir les orientations stratégiques et aussi les programmations de recherche de l'Institut. Et puis, parfois, on effectue aussi, on répond aussi à des demandes d'expertise de chercheurs externes et de chercheurs internes sur différentes thématiques de recherche identifiées comme étant prioritaires par l'Institut. Donc, parmi ces priorités de recherche-là, on en a une qui est une nouvelle. Ça fait pas tellement longtemps que cette programmation-là thématique a été développée et acceptée. Donc, ça date de 2014. Et puis, c'est une thématique de recherche qui s'intéresse à la protection et au soutien des travailleurs en situation de vulnérabilité. Donc, ici, on a identifié les travailleurs en situation de vulnérabilité, les jeunes, les travailleurs vieillissants, mais aussi les travailleurs immigrants ou issus de minorités ethnoculturelles. Donc, jusqu'à maintenant, à l'IRSST, il y a eu quelques travaux qui ont été financés sur les travailleurs immigrants. Donc, il y en a un, entre autres, c'était un bilan des connaissances, en fait, qui a été publié en 2012 sur la notion d'appartenance ethnoculturelle dans la recherche, plus en ce qui concerne la réadaptation des travailleurs qui sont victimes de lésions professionnelles. Il y a également une étude qui a été publiée par Sylvie Gravel de l'UQAM en 2013 qui, elle, s'intéressait à la santé et la sécurité du travail dans les petites entreprises, dans les centres urbains montréalais qui embauchent de la main-d'œuvre immigrante. Et puis, en ce moment, il y a un autre dossier qui est en cours sur la manière de comprendre le processus de réadaptation et de retour au travail dans les contextes de relations interculturelles.
Si vous voulez en savoir plus sur ce dossier-là, Daniel est justement dans la salle ici. Donc, il pourrait vous en parler un peu plus. Moi, je suis pas tellement impliquée dans ces dossiers-là. Donc, voilà un peu ce qui a été financé jusqu'à maintenant à l'IRSST sur les travailleurs immigrants. Donc, dans la foulée de ces travaux-là sur les travailleurs immigrants, la lancée de la programmation thématique sur le soutien des travailleurs en situation de vulnérabilité, on a reçu une belle demande d'expertise dans notre équipe sur les travailleurs immigrants. Donc, on nous a demandé de produire un portrait statistique sur les immigrants et la santé et la sécurité au Québec. Donc, habituellement, nous, comment on procède dans nos demandes d'expertise? On a des variables d'intérêt, dans le fond, importantes qu'on veut documenter. Donc, tout ce qui a rapport avec les caractéristiques sociodémographiques, l'âge, le sexe. Le lieu de travail est très important parce qu'il est relié beaucoup au risque de santé et sécurité du travail. Donc, le secteur d'activité économique, la profession qui est reliée aux tâches exécutées par le travailleur. Ce qui a rapport avec l'environnement de travail, donc les contraintes physiques, à quoi le travailleur est exposé dans son travail, contraintes psychosociales. Il y a également, on peut également calculer certains indicateurs. Donc, on va calculer des indicateurs de fréquence, de gravité ou de coût des lésions professionnelles si on est en mesure de le faire. Donc, on reçoit cette demande-là, on regarde tout ça, mais nous, on n'est pas des spécialistes de l'immigration. Donc, avant de commencer tout ça, j'ai regardé un peu le contexte. On s'est intéressé, ce qu'on a constaté, je pense que j'apprends rien à personne ici. La population immigrante est en croissance depuis les dernières années. Elle est importante sur l'île de Montréal. Elle contribue au maintien et à la croissance de la population en âge de travailler. Par la suite, en ce qui concerne le marché du travail, on a regardé un peu, puis là, on a réalisé qu'il y avait certains défis en termes d'intégration des immigrants sur le marché du travail, mais également en ce qui concerne la prévention et la gestion des lésions professionnelles. Puis là, après ça, je me suis dit, on va regarder ce qu'il y a dans les statistiques. Alors, ce qu'on a réalisé rapidement, c'est qu'il n'y a pas beaucoup d'études statistiques qui nous permettaient de comparer la situation des immigrants sur le marché du travail à ceux des natifs. Puis, il y a peu de données aussi qui nous permettent de caractériser la main-d'œuvre immigrante, surtout en ce qui concerne les risques en SST. En fait, c'est qu'on ne peut pas utiliser la base de données de la CNESST, excusez-moi, pardon, parce qu'il n'y a pas cette variable. On n'a pas le pays de naissance dans notre base de données. Donc, on ne peut pas utiliser cette base de données-là, ce qui habituellement est le cas dans nos études. Donc, ça limitait un peu l'information à laquelle on pouvait utiliser. Donc, ça posait certains défis pour l'orientation des activités de recherche à l'IRSST. Alors, ce qu'on s'est rendu compte, c'est que c'était beaucoup plus complexe qu'une simple demande d'expertise. On ne pouvait pas prendre nos bases de données habituellement, les brasser, sortir quelque chose d'intéressant. On ne pouvait pas faire ça dans ce cas-ci. Donc, ce qu'on a décidé, donc ça, c'était la première version, ça a évolué un peu au fil du temps, là. La première idée qu'on avait, c'est on va faire un portrait des travailleurs immigrants à partir des études qui sont publiées. On va regarder qu'est-ce qu'on a. Puis, on va aussi regarder les statistiques qui sont facilement accessibles sur Statistique Canada. Tout ça, on va aller chercher ça, puis on va faire un portrait plus complet, puis ça va nous permettre d'orienter la recherche sur cette population de travailleurs-là. Donc, on avait dit, on va faire une étude en 3 temps. On va dresser un bilan des études. On va documenter ce qu'il y a dans les sources de données canadiennes disponibles pour identifier le potentiel d'analyse. Puis, on va exploiter 3 sources de données qu'on connaît déjà, le recensement, l'ENM, le PA et l'écotest, qui étaient 3 sources de données qu'on pouvait facilement y avoir accès et rapidement. Puis, finalement, on a décidé de reporter, en fait, le troisième objectif, parce qu'on se disait, c'est peut-être un peu prématuré d'annoncer l'exploitation de 3 bases de données quand on ne sait pas l'éventail ou l'ensemble du contenu qu'on a. Donc, on s'est plus... on a dit, on va faire un bilan, puis après ça, on va documenter ce qu'il y a dans les sources pour après ça orienter là, nos futures études. Donc, on est arrivé avec une version numéro 2 du projet. Et l'objectif du projet était d'apporter de l'éclairage sur l'information statistique qui était disponible tant dans la littérature que dans les bases de données pour mieux alimenter et orienter la recherche sur les travailleurs immigrants. Donc, on a fait un bilan des connaissances.
ce bilan des connaissances-là avait pour but de caractériser la main-d'œuvre immigrante, les problématiques qu'on avait en termes de santé et sécurité du travail. Puis, dans un deuxième temps, on a effectué un inventaire des bases de données pour documenter l'information disponible, parce qu'on sait que dans les études, c'est pas toute l'information qui est disponible qui est traitée, là, qui est publiée dans les études. Puis nous, on a des besoins qui sont souvent particuliers, donc on va pas nécessairement les retrouver dans les études qui sont publiées. Donc, on s'est dit, on va regarder vraiment dans les bases de données quelle information on peut avoir qui pourrait nous permettre de vraiment obtenir l'information qu'on a de besoin. Donc, pour le bilan des connaissances, je vais commencer par le bilan des connaissances, puis après ça, je vais parler de l'inventaire. Pour le bilan des connaissances, en fait, on a procédé par une recherche bibliographique par mots-clés. Donc, nous, à l'IRSST, on a un centre de documentation. On a quelqu'un en bibliothéconomie qui nous aide à faire ces recherches-là. Donc, elle nous a aidés. On s'était quand même mis préalablement certains critères de sélection. On ne voulait pas prendre tout ce qui avait été publié sur les travailleurs immigrants. Donc, on voulait que les articles ou les études traitent soit du travailleur, conditions de travail ou atteinte à la santé et leurs conséquences, qui avaient comme principale variable d'intérêt, naturellement, les immigrants. Les types d'études, naturellement, quantitatives, on voulait que ça soit une enquête populationnelle représentative, qui portait sur le Québec ou le Canada, puis on ne voulait pas remonter ultérieurement à l'an 2000. Là. Puis après ça, l'information a été analysée, puis on a décidé d'organiser cette information-là en fonction de 4 grands thèmes, 4 grandes thématiques en fait, du plus macro au plus micro. En fait, on est parti avec le contexte et les caractéristiques de la population. Comme on n'est pas des spécialistes, il faut bien comprendre le contexte pour être capable de comprendre ce qui va se passer en SST. Après ça, donc, catégorie d'admission d'immigrants, caractéristiques sociodémographiques, l'état de santé général, ils arrivent en quel état ici au Canada. Le marché du travail, donc la situation des immigrants sur le marché du travail, les défis qu'ils rencontrent pour s'intégrer au marché de l'emploi, les conditions de travail. Donc, les conditions de travail, c'est vraiment des éléments, des variables, des facteurs qui sont très intéressants en santé et sécurité du travail parce que les caractéristiques du milieu de travail, ben c'est là, quand ils rentrent dans l'environnement de travail, ils sont exposés à certains facteurs, certains contaminants, certaines contraintes. Donc, c'est des éléments qui sont intéressants pour nous à avoir comme information. Puis après ça, il y avait des publications qui portaient plus spécifiquement sur la santé et la sécurité du travail. On les a regardées un petit peu. Il n'y en avait pas beaucoup, c'était pas très, très nombreux, mais on les a fouillés. On s'est intéressé aux sources de données qu'ils utilisaient, au type d'analyse des variables. Donc, en gros, c'est comme ça que l'information est organisée dans le rapport de recherche. Donc, ça, c'est les principaux constats. En fait, pour ce qui est de la catégorie d'admission, en fait, la catégorie d'admission, on a 2 manières d'entrer au pays, soit qu'on est permanent ou on est temporaire. On peut être migrant économique, regroupement familial, en tout cas, ça, c'est un casse-tête. J'ai lu beaucoup par rapport à ça parce que je voulais bien comprendre la manière, les raisons qui motivaient les immigrants à entrer au pays. Donc, c'était la première chose que j'ai documentée. Par après, en fait, la population immigrante, c'est quoi son importance? Un Canadien, 1 sur 5 est né à l'étranger. Au Québec, c'est 1 sur 8. Là, je résume brièvement. Là, c'est sûr que je résume les grands points. Là. Population plus jeune, rapport de masculinité plus élevé en ce qui concerne les immigrants économiques. Et puis, bon, ils ont d'autres caractéristiques. Les immigrants très récents proviennent de l'Afrique, de l'Amérique. 9 sur 10 s'installent dans l'agglomération de Montréal. Ils sont plus scolarisés. Leur état de santé au départ est plus favorable. Donc, ça, c'est les grands constats par rapport à la première grande thématique qui est la caractéristique de la population. Oups, je perds mon micro, j'ai de la misère avec. Excusez. Pour ce qui est du marché du travail, il y avait quand même plusieurs études, mais les études s'intéressent surtout aux grands indicateurs macro, là, comme le taux d'emploi, taux de chômage,
taux d'activité, population active. Donc, pour nous autres, c'est des indicateurs qui sont intéressants, mais qui répondent pas nécessairement à nos besoins là, en santé et sécurité du travail. Donc, pour ce qui est de la population active, on a observé dans les études qu'il y avait une augmentation de la proportion d'immigrants. On est passé de 11,5 à 14,2% entre 2006 et 2013. Pour le chômage, en général, chez les immigrants, est plus élevé. Le taux de chômage est plus élevé, mais il va varier aussi selon la durée de résidence, le pays d'origine, le lieu d'obtention du diplôme. Donc, il y a plusieurs facteurs à considérer. Pour le taux de chômage, naturellement, nous autres, c'est peut-être un élément qui est un petit peu moins intéressant parce que quand ils sont sur le chômage, ils sont pas sur le marché de l'emploi. Mais c'est quand même un indicateur qui peut être important parce que c'est un indicateur de mobilité d'emploi. Donc, s'ils sont souvent au chômage, ça veut dire qu'ils vont peut-être se retrouver un autre emploi ou ils vont bouger plus. Puis le fait de bouger plus, c'est un indicateur de précarité d'emploi. Donc, ceux qui sont en précarité vont se retrouver souvent dans une situation de nouvel emploi, à prendre un nouveau travail. Donc, les risques, quand on commence à apprendre un emploi, les risques de blessures sont plus importants. Donc, ça reste quand même un élément intéressant à regarder. Puis, dans les études, il y avait beaucoup de choses sur tout ce qui était les facteurs associés à l'intégration dans le milieu de travail. Là. Donc, l'expérience de travail, la reconnaissance des diplômes, connaissance des langues officielles, l'âge à l'immigration. Donc, c'est tout. Ça a été quand même assez traité, là. Pour ce qui est des conditions de travail et d'emploi, pas beaucoup d'études sur ces thématiques-là. Pas beaucoup d'études parce qu'il n'y a pas non plus beaucoup de données qui compilent l'information sur ces sujets-là. Donc, si on parle de profession, tout ce qui est relié à l'emploi, profession, type de contrat de travail, régime de travail, statut d'emploi, cumul d'emploi, ancienneté, pas beaucoup de choses qui ont été publiées sur ces sujets-là. Puis les écarts, les différences entre les immigrants et les populations nées au Canada, mais c'est pas toujours clair. Des fois, ils sont plus exposés, des fois, ils sont sous-exposés, des fois, on voit pas de différence. Donc, ça aussi, pour ce qui est de l'emploi, on est quand même un peu limité là dans l'information qu'on a. Pour le milieu de travail aussi, secteur d'activité économique, couverture syndicale, taille d'entreprise. Pas beaucoup de choses qui sont publiées là-dessus. Heures de travail, quand même, les heures de travail sont plus, c'est quelque chose que les gens vont traiter plus. Pour nous autres, les heures de travail, c'est une variable qu'on utilise plus un espèce de proxy du temps d'exposition sur le milieu de travail. Donc, plus ils vont travailler d'heures, plus ils vont être en milieu de travail, plus ils risquent de se blesser. Formation et satisfaction à l'emploi aussi, pas beaucoup de choses là-dessus. Donc, premier constat, peu d'études qui s'intéressent aux conditions de travail et d'emploi. Les différences immigrants et natifs vont varier selon la condition de travail qui va être étudiée, les caractéristiques sociodémographiques, la source de données et la région. Parce qu'il y a des études qui s'intéressent juste sur le Canada, juste sur le Québec. Au Québec, on observe quelque chose. Au Canada, c'est d'autres choses. Donc, c'est pas clair, là. Pour la santé et la sécurité du travail, on a encore moins d'études qui a porté là-dessus. On a quelques collègues de l'Institute for Work and Health en Ontario qui ont publié des choses au niveau canadien, Smith et Mustard. Gilmore, lui, il est de Statistique Canada. Donc, il n'y a pas beaucoup de choses. Au Québec, encore moins, très peu. Donc, en fait, ce on a retenu comme information, c'est ce qui est ici. Pour ce qui est des immigrants, ici, en fait, ça, c'est une statistique de Gilmore qui provient de l'ESCC. En 2003, il y avait eu une question sur les blessures en milieu de travail, donc ça date quand même d'un certain nombre d'années. Et lui, il avait constaté que les immigrants, la proportion de blessures au travail était plus faible chez les immigrants. Mais encore là, c'est une statistique générale. Ça tenait pas compte de caractéristiques qui sont importantes comme la durée de résidence, l'âge, le niveau d'éducation, la profession, l'industrie. Donc, il manquait plusieurs informations pour vraiment dire, est-ce que les immigrants sont vraiment plus à risque ou moins à risque? C'est pas si clair. Pour Smith et Mustard, eux autres, ce qu'ils ont utilisé, c'est encore le SCC. Ils ont utilisé le DTR aussi. Je ne sais pas dans quelle de leurs études. Je pense en 2009.
Eux autres, ils ont constaté que, bon, chez les hommes immigrants avec une durée de résidence inférieure à 5 ans, ils remarquaient qu'il y avait des risques accrus d'accidents du travail. Puis, la durée de résidence était un élément important là, dans leurs résultats. Et puis, la gravité aussi des blessures était plus importante. Et puis, leur deuxième étude, ce qu'ils ont constaté, c'est que les immigrants étaient plus exposés à certains facteurs de risque pour la santé et la sécurité du travail, comme le fait d'être non syndiqué, le fait de travailler dans une petite entreprise, le fait d'avoir des horaires variables, un statut d'emploi précaire. Donc, pour ces études-là, ils ont relevé certaines particularités. En fait, j'ai relevé certaines particularités par rapport aux immigrants. C'est que cette population-là a besoin souvent de travailler. Ils sont souvent en situation plus précaire, des contraintes financières, ce qui fait qu'ils sont peut-être plus tolérants face à certaines conditions de travail qui sont un petit peu plus difficiles. Parfois, ils ont même aussi des difficultés à exprimer leurs préoccupations quant aux risques, aux besoins de formation, bon, la déclaration de la lésion professionnelle aussi. Et puis, il y a une méconnaissance des protections juridiques et tout ce qui est le processus d'indemnisation, c'est pas toujours bien connu là, des immigrants. Donc, ces études-là soulèvent ces éléments-là. Au Québec, il y a seulement eu une étude sur le sujet qui répondait à nos critères de sélection au départ. Donc, c'est une étude où mon collègue Patrice a collaboré. Je ne sais pas si Karen aussi. Bon, c'est ça. Donc, c'est une étude qui avait été faite dans le cadre d'une thèse de doctorat. Donc, Stéphanie Prémgy, qui, elle, s'est intéressée à la relation entre le fait d'appartenir à une minorité ethnique, linguistique et la probabilité de se retrouver dans une industrie, catégorie professionnelle où le risque et la gravité des lésions professionnelles indemnisées sont plus élevés. Donc, elle utilisait les données de la CSST, elle faisait juste une relation, les chiffres de Statistique Canada et nos indicateurs de santé et sécurité du travail, puis elle regardait s'il y avait une relation entre le fait d'appartenir à une minorité ethnique linguistique était relié au fait d'avoir un risque plus élevé en santé et sécurité du travail. Donc, ce qu'elle a trouvé, c'est que les associations étaient positives, mais pas très, très fortes et étaient plus importantes dans le cas des femmes. Ce qu'elle a remarqué aussi, c'est que la main-d'œuvre unilingue française était plus souvent concentrée dans des emplois qui étaient manuels où les risques étaient plus importants comparativement aux immigrants et aux minorités. Par contre, chez les travailleurs immigrants, ce qu'on observe, c'est une certaine sous-déclaration de la lésion professionnelle, les populations plus vulnérables. À Montréal, son étude était concentrée sur la région de Montréal. À Montréal, le bilinguisme fait souvent partie des exigences de l'emploi, ce qui peut expliquer le fait que la main-d'œuvre unilingue française était plus dans des emplois manuels. Toutefois, les francophones éprouvent moins de difficultés à déclarer un accident à la CNESST. Donc, tout ce qui est le processus de déclaration de l'indemnisation est plus simple là, chez la main-d'œuvre francophone. Donc, en fait, j'ai oublié de le dire au départ, c'est que dans l'étude, on a fait le choix de traiter les immigrants permanents distinctement des immigrants temporaires. Les immigrants temporaires, ils font pas les mêmes emplois. C'est vraiment un autre volet. Donc, on a décidé vraiment de les séparer, de regarder un peu, de faire vraiment deux volets parce que les temporaires, c'est vraiment autre chose. Là. On peut pas les comparer à ceux qui viennent s'installer ici de manière temporaire. Donc, il n'y a pas beaucoup de choses non plus qu'on a trouvées par rapport aux immigrants temporaires. En ce qui concerne la santé et la sécurité du travail dans les bases de données, j'ai rien trouvé. Là. Pour ce qui est des effectifs, ben, sont quand même assez plus difficiles à estimer parce qu'il y a quand même une variation d'un mois à l'autre en raison des entrées puis des sorties sur le territoire. Au 1er décembre 2013, on parlait d'un peu moins 50 000 travailleurs étrangers temporaires. Donc, c'est quand même beaucoup de monde qui viennent ici pour travailler de manière temporaire. Ils sont jeunes, plus jeunes, et puis il y a plus d'hommes. Ils occupent un poids important pour certaines professions spécifiques, comme par exemple les aides familiales, les assistants de recherche, enseignants et naturellement les travailleurs agricoles.
Donc, cette population-là, c'est un défi en santé et sécurité du travail. L'augmentation des travailleurs étrangers temporaires, surtout ceux qui occupent des emplois peu spécialisés, ben ils sont en situation plus vulnérable sur le marché du travail et puis ben, ça peut avoir des effets sur leur santé naturellement. Ils sont en plus grande, comme j'ai dit, en plus grande situation de précarité. Donc, ce qui fait également augmenter la tolérance envers certaines conditions, comportements risqués, formation parfois moins efficace, barrières linguistiques. Et puis aussi, comme ils sont là des fois pour un certain temps, comme les travailleurs agricoles, ben, ils veulent maximiser leurs revenus, donc ils sont enclins à travailler un plus grand nombre d'heures. Donc, c'est une population qui est un peu plus vulnérable. Donc, c'est ce que j'ai trouvé pour les immigrants temporaires. En termes de statistiques, il n'y avait rien sur la santé et la sécurité du travail. Donc, on va passer à l'inventaire des bases de données. Donc, on a fait quand même un grand tour d'horizon sur les études qui avaient été publiées, sur les données qu'on avait disponibles. Une fois qu'on a réalisé tout ça, on a dit, bon, ben là, on va passer à l'inventaire des bases de données. On va regarder qu'est-ce qu'on a dans les sources de données disponibles qui pourraient peut-être un peu mieux répondre à ce qu'on veut mesurer. Donc, comment on a procédé la démarche? En fait, on s'est mis un certain nombre de critères, un peu comme la revue littérature, un critère de sélection sur les sources de données. Donc, il fallait être en mesure d'identifier les immigrants dans les sources de données. Il fallait avoir de l'information sur les caractéristiques du travail, la santé et sécurité, ou la santé et la sécurité. Ça devait être porté sur le Canada ou le Québec, donc l'organisme gouvernemental, paragouvernemental. Ça devait être des données représentatives. La fréquence, que ça soit récurrente ou ponctuelle, on les a conservées. Et puis, naturellement, on devait avoir accès aux documents techniques là, disponibles pour être en mesure de pouvoir aussi exploiter ces données-là dans un avenir futur. Et puis, on est remonté jusqu'à la période 2006. On voulait pas non plus aller trop loin. On voulait quand même que ça soit des choses un peu actuelles. Donc, on est remonté jusqu'en 2006. Donc, avec l'ensemble de ces critères-là, on a identifié 12 enquêtes qui ont été analysées. Donc, je ne vous les passerai pas, là, ils sont ici. Si vous voulez plus d'informations sur ces enquêtes-là, vous pouvez aller voir aussi dans le rapport au Statistique Canada. Ils ont beaucoup d'informations sur leur site web sur ces enquêtes-là. Il y a des enquêtes québécoises aussi de l'ISQ. Donc, le QSP, l'Écotest, le QSGS, ça, c'est 3 enquêtes québécoises. Donc, ça vient plus de l'Institut de la statistique du Québec. Alors, ça, c'est le principal outil avec lequel c'est petit, là. Mais c'est notre outil de base, en fait, avec lequel on a été en mesure d'analyser l'ensemble de ces 12 sources de données-là. C'est un outil qui avait été déjà développé à l'IRSST par Patrice, en fait, et ses collègues à l'époque, il y a un certain nombre d'années. Puis on trouvait qu'en fait, l'outil était très adapté à ce qu'on voulait faire. On a juste ajouté certaines informations par rapport à la population immigrante pour pouvoir avoir un outil complet. Et puis, on a rajouté aussi, en fait, je vais le passer en revue, mais on a ajouté aussi ce qui est en jaune, là, les conséquences sur les atteintes à la santé qui n'étaient pas présents au départ. Donc, en fait, l'information est organisée un peu de la même manière dont j'ai organisé l'information dans le bilan des connaissances. Donc, on a un volet sur les travailleurs. Donc, chaque case, c'est une variable qui est d'analyse, dans le fond. Fait que pour chacune des bases de données, chacune des 12 bases de données, on les a analysées de cette manière-là. Donc, l'âge, si l'âge était disponible dans la base de données, on en grisait la case. Donc, on a fait ça pour les 12 bases de données. Donc, on avait toutes les caractéristiques par rapport aux travailleurs. Pour ce qui est des conditions de travail, ils sont organisés de 2 manières. On a l'organisation du travail, donc ce qui a rapport au temps de travail, les heures travaillées, les aspects psychosociaux. Ça, c'est tout ce qui a rapport avec la reconnaissance, par exemple, dans le milieu de travail, ou la collaboration avec les collègues, la latitude décisionnelle. Donc, ça, c'est plus ce qui a en lien avec les aspects psychosociaux. Les situations de travail, donc tout ce qui a rapport avec les contraintes de travail, que ça soit physique, postural, ou encore l'environnement de travail, donc l'exposition à certains risques chimiques, par exemple, en milieu de travail. Puis après ça, on a regardé par rapport aux atteintes, parce que les sources de données, il y avait de l'information sur les atteintes, l'état de santé lié au travail, mais aussi l'état de santé général.
et puis leurs conséquences en termes d'indemnisation, de réadaptation des travailleurs, des choses comme ça. Donc, ça, c'est l'outil de départ dans lequel on a analysé tout ça. Alors, on avait 19 variables pour les travailleurs, une cinquantaine pour l'organisation du travail, 25 pour les situations de travail, bon, puis 15 à 20, 25, je pense, pour les atteintes à la santé. Une fois que toutes ces informations-là étaient analysées, ben là, on avait beaucoup d'informations, mais il fallait la synthétiser. Donc, on a fait un tableau synthèse de l'ensemble, puis on a donné des résultats pour chacune des bases de données qui ont été analysées. Donc, par exemple, ici, j'ai juste fait un exemple. Je vous passerai pas en revue la synthèse des 12 sources. Là. Vous pourrez aller les consulter sur le site web de l'IRSST. Donc, par exemple, pour le DTR, ben, on voit ces notes par rapport à chacun des aspects mesurés dans la grille, les aspects à considérer, puis on a aussi fait une colonne sur les informations qui étaient plus liées aux atteintes et aux conséquences liées au travail, parce que c'est vraiment cette information-là qui nous intéresse. Donc, ce que ça a donné comme résultat, en gros, je résume rapidement. Donc, on a réalisé qu'il y avait une grande variabilité du contenu d'une source à l'autre. Les caractéristiques des travailleurs sont relativement bien documentées dans les sources. On a quand même pas mal d'informations à ce sujet-là. Tout ce qui a rapport avec l'organisation du travail, on a beaucoup d'informations sur le temps de travail, les horaires, le nombre d'heures travaillées, le temps supplémentaire, par exemple, mais beaucoup moins par rapport aux aspects psychosociaux. Donc, tout ce qui est je l'ai dit tantôt, la reconnaissance, la latitude décisionnelle, la relation avec les collègues, on n'a pas grand-chose là-dessus. Et puis, pour ce qui est des situations de travail, donc l'environnement de travail, l'exposition à certaines contraintes physiques en milieu de travail, ça, on a vraiment des lacunes dans les sources de données qui ont été analysées. Pour les atteintes et conséquences à la santé, le contenu est limité et est très variable d'une source à l'autre. Donc, souvent, dans une source de données, il va y avoir une variable qui va être mesurée sur la santé, deux. C'est ça que c'est des variables, ça, c'est que c'est dans des enquêtes qui se concentrent sur le travail, des enquêtes qui se concentrent sur la santé. Mais c'est rare qu'on a les deux informations au sein d'une même enquête. Puis nous, ben, on a comme besoin des deux, en fait. Donc, les aspects à considérer quand on veut utiliser ces sources de données-là, donc le type d'information disponible, la taille des échantillons pour le Québec. Donc, nous, on regarde le Québec, la population migrante, puis les problèmes de santé et sécurité. Donc, on est comme c'est quand même assez difficile d'avoir des échantillons qui sont assez importants. Donc, c'est un aspect qui doit être considéré avant d'utiliser les sources. La population visée par les enquêtes, la représentativité des immigrants, les langues du questionnaire, est-ce que c'est juste en anglais ou en français, ou on a accès à ce que les immigrants pouvaient répondre dans leur langue native, la période de collecte et la possibilité d'effectuer des comparaisons immigrants natifs. C'est pas toujours le cas, dépendamment de la source. Donc, en résumé, pour ce qui est des bilans des connaissances, en fait, pour la population immigrante, elle présente des caractéristiques socio-démographiques différentes de la population née au Canada, mais ça, on s'en attendait parce qu'au départ, c'est une population qui est quand même sélectionnée pour certaines caractéristiques, dont entre autres ses aptitudes à intégrer le marché de l'emploi, donc on ne s'attendait pas à ce qu'il n'y ait pas de différence. Pour le marché du travail, bien, au départ, la situation est moins favorable, mais au fur et à mesure que la durée de résidence va allonger, ça va tendre à converger vers la population d'accueil. Pour les conditions de travail et d'emploi, bon, ben, il y a certaines différences qui existent, mais elles vont varier selon la condition qui va être étudiée, selon la période, si on regarde le Canada ou si on regarde juste le Québec. Donc, ça aussi, c'est pas constant. Les constats sont pas tous dans le même sens. Pour les immigrants et la santé du travail, il y a peu d'études quantitatives, mais le risque d'accident varie selon certaines caractéristiques étudiées et la source de données aussi utilisée.
on a quand même été en mesure d'identifier certaines variables clés, dans le fond, pour orienter nos activités de prévention en santé et sécurité du travail, donc la durée de résidence, le statut d'immigrant, la profession, le secteur d'activité économique et les facteurs qui sont en lien avec la formation et l'intégration d'emploi. Donc, c'est des variables qui devraient être considérées dans une étude future d'exploitation de données. Pour l'inventaire des bases de données existantes, qu'est-ce qu'on en retient? Dans le fond, il y a beaucoup d'informations qui sont recueillies dans plusieurs sources de données, mais il n'y en a aucune qui nous permet d'effectuer un portrait vraiment complet, détaillé des travailleurs immigrants et de la santé et de la sécurité au travail. Soulignons que, en fait, avec les recherches, je me suis rendu compte que l'immigration, c'était un phénomène qui était relativement complexe à étudier, qui avait beaucoup d'aspects à considérer. Puis, c'était important aussi de mettre en contexte les statistiques de l'immigration avec les politiques d'immigration. Parce que, dans le fond, le flux d'entrée d'immigrants est quand même déterminé par certaines politiques. Donc, il faut quand même essayer de mettre en contexte les chiffres avec les politiques qui sont en cours. Donc, une fois qu'on a fait tout ça, vers où on s'en va, qu'est-ce qu'on veut faire? En fait, dans le rapport, on émet certaines avenues de recherche qu'on voudrait peut-être développer. Donc, le fait de recourir à certaines sources de données pour connaître ou suivre la situation des immigrants sur le marché du travail en lien avec certains aspects de la santé et de la sécurité du travail. Ça, c'est quand même des choses qui peuvent être possibles. On est quand même aussi capable, il y a certaines sources de données qui nous permettent aussi d'effectuer des répartitions détaillées de la main-d'œuvre immigrante selon la population ou le secteur d'activité économique, en contrôlant pour certaines variables clés, comme entre autres la durée de résidence. On est quand même capable de le faire. On avait aussi mentionné dans le rapport que la poursuite des études exploratoires et qualitatives, nous à l'IRSST, il y a quand même un gros volet d'études qualitatives. Donc, on pense que c'est quelque chose aussi qui doit être maintenu pour enrichir la compréhension puis obtenir plus d'informations sur les aspects qui sont difficilement mesurables avec les données statistiques. Là, par exemple, tout ce qui a rapport avec l'indemnisation, la formation, l'initiation, c'est des choses qui peuvent être maintenues, là. Puis, naturellement, on veut sensibiliser les organismes qui collectent les données, soit à ajouter des variables plus spécifiques sur l'immigration et la santé et la sécurité du travail, mais aussi le développement d'outils de collecte plus adaptés, là. Et puis, récemment, en fait, on a eu on a eu l'occasion d'aller présenter les résultats à certains acteurs clés, dont entre autres la CNSST, lors de l'organisation d'une table de concertation sur les immigrants et la santé et la sécurité du travail. Et puis, récemment, on a eu une rencontre avec les responsables du CICS pour essayer de nous permettre d'identifier vraiment là où les bases de données les plus prometteuses pour l'exploitation, juste pour confirmer un peu où on pensait qu'on irait mettre notre énergie. Donc, en fait, à cette rencontre-là, peut-être que vous aurez d'autres idées aussi, mais on voudrait s'enligner sur l'exploitation de la BDIM, qui est la base de données longitudinale sur l'immigration, qui est considérée comme étant un recensement de l'ensemble des personnes ayant un statut de résident permanent. Puis récemment, les immigrants temporaires, ils les ont ajoutés à cette base de données-là. Pour être inclus dans cette base de données-là, on doit avoir fait au moins une déclaration de revenus. Donc ça, c'est quand même assez intéressant à cet effet-là. Pour son contenu, en fait, la BDIM, ce que j'en comprends, là, il reste encore plusieurs discussions à avoir avec Statistique Canada. C'est des fichiers administratifs où ils jumellent les fichiers de l'impôt avec les fichiers du CIC. Donc, c'est quand même assez intéressant, là. Donc, on a beaucoup d'informations sur les caractéristiques de l'immigrant, l'âge, le sexe, le métier envisagé à l'arrivée, le niveau de scolarité, les informations disponibles sur la déclaration de revenus, secteur d'activité, revenus d'emploi. Mais ce qui est très intéressant, c'est qu'elle permet aussi d'identifier les individus qui ont reçu des indemnités pour accident du travail. Donc ça, c'est vraiment une information pour nous autres qui est très intéressante parce que ça, on n'a pas ça nulle part ailleurs.
étant donné que dans les fichiers de l'impôt, il y a une case indemnité pour accident du travail, on a cette variable-là. Donc, c'est un peu vers là qu'on s'en va. On voudrait proposer une étude pour nous permettre d'exploiter ces données-là. Il y a la BDDCEE aussi. Donc, avec les discussions qu'on avait eues avec les gens du SIX, elle pourrait alimenter aussi l'information sur avec la BDIM, là, la base de données sur la dynamique canadienne entre employeurs et employés. Donc, ça, en fait, là, jusqu'à maintenant, c'est vraiment ça qu'on veut proposer, une exploitation de cette base de données-là. Fait que c'est vers là qu'on s'en va. Il reste encore plusieurs discussions, questionnements vers où on peut aller en termes de détails, de l'information pour le secteur d'activité économique, par exemple, comme est-ce qu'on a juste des codes d'activité économique à 2 chiffres, à 3 chiffres, vers où on peut aller, mais en fait, il reste encore certaines questions, mais bon, je pense qu'on est sur la bonne voie. Donc, si vous voulez avoir plus d'informations, je vous invite à consulter le rapport de recherche qui est disponible en ligne sur le site de l'IRSST. Ce rapport-là a aussi fait l'objet d'un article dans la revue Prévention au travail, donc vous pouvez aussi aller la consulter. Ceux qui s'intéressent plus globalement à nos travaux à l'IRSST, je vous invite à aller voir le site web de l'IRSST, où on a aussi un site sur les statistiques qui sont produits à l'IRSST. Donc, c'est un outil, un site web qui est très, très intéressant si vous êtes intéressé par la santé et la sécurité du travail. Donc, ça fait le tour pour ce que j'avais à vous dire. Alors, merci beaucoup, Pascal. Alors, si je comprends bien, la dernière ou avant-dernière diapo, on va vous recevoir dans 2 ou 3 ans, voir le résultat de votre BDIM. Alors, nous avons 20 minutes pour prendre vos questions et les réponses de Pascal. Pour les personnes qui sont en ligne, je vous invite à utiliser le petit onglet « Questions » pour écrire votre question ou encore lever la main. Et je vais donc ouvrir votre micro, vous pourrez la poser vous-même. Alors, nous allons commencer. Je vous invite à utiliser le micro pour la question et vous identifier peut-être au départ. Robert Bourbeau, du département de démographie de l'Université de Montréal. D'abord, merci Pascal pour la présentation, c'est très intéressant. Moi, j'avais une question sur les fichiers administratifs. D'abord, je ne comprenais pas pourquoi les fichiers de l'ancienne CSST. Qu'est-ce que c'est? C'est Commission des normes de l'équité et de la santé et de la sécurité du travail. Ouais. En fait, c'est la Commission des normes qui s'est fusionnée. Ils ont forcément des fichiers administratifs. C'est eux qui payent les indemnisations. Moi, c'est fait qu'ils n'ont pas de données. Je compare ça peut-être à la Société d'assurance automobile du Québec qui a des données forcément sur les gens qu'ils indemnisent. Comment ça se fait que ce fichier-là est inutilisable, étant donné c'est eux qui indemnisent les personnes, ils peuvent les identifier. Ça, c'était ma première question. L'autre, aussi, en lien avec les fichiers administratifs, est-ce qu'il n'y a pas d'autres organismes comme la Commission de la construction du Québec qui pourraient avoir des données là-dessus? Ça, tu ne l'as pas évoqué. Donc, voilà. Okay. OK. Pour peut-être que Patrice pourra compléter, là. Pour les données de la CNESST, pardon, j'ai encore de la difficulté à l'intégrer dans mon vocabulaire. En fait, non, on a uniquement, en ce qui concerne les caractéristiques sociodémographiques, la seule information qui est recueillie, c'est l'âge et le sexe. Il n'y a pas rien par rapport à d'autres caractéristiques sociodémographiques dans ces fichiers-là, parce que eux, dans le fond, c'est un organisme d'indemnisation. Donc, c'est un organisme assurantiel. Pour eux, l'origine ethnique, c'est pas une variable. Bon, peut-être Sylvie va vouloir rajouter. Elle a travaillé beaucoup sur le dossier. Peut-être, je ne sais pas si tu veux. J'ai déjà posé la question à l'administration, puis on m'a envoyé à l'avocat du contentieux. Et on me dit que tous les travailleurs sont égaux devant la loi et qu'ils ne retiendraient aucune variable qui pourrait porter à préjudice. C'est ce qu'il disait jusqu'à accident. Comme tu disais, il y a qu'à... Oui, alors, c'est un peu étonnant, mais c'est ça la réponse. Donc voilà, c'est pour ça qu'on peut pas l'utiliser, mais en fait, mon autre rêve ou souhait, c'est que éventuellement avec les données de la BDIM, eux autres à la BDIM, ils ont le numéro d'assurance sociale.
Et puis, est-ce qu'il serait possible, parce qu'on l'a déjà fait par le passé avec des données de l'Assurance automobile du Québec, de jumeler les fichiers de la CSST, la CNSST avec la SAC? Est-ce qu'on pourrait faire peut-être le même genre d'exercice avec une base de données de Statistique Canada? Ça, on n'est pas tout à fait rendu là, mais ça pourrait être quelque chose qui pourrait être fait là aussi. Ben ça, on n'a pas regardé. Naturellement, ben, en fait, c'est que ça porte sur un secteur d'activité économique spécifique. Peut-être que oui, ils ont de l'information, mais nous, en fait, l'objectif était plus d'essayer d'identifier des groupes plus vulnérables ou des groupes à risque en termes de santé et sécurité du travail. Fait que c'est un peu moins l'objectif de l'étude. Mais effectivement, peut-être que pour certains secteurs d'activité spécifiques, on pourrait faire l'exercice, là. Karen Messing, UQAM. J'ai deux questions. La première question, c'est... ça marche? Oui. En tout cas, je t'entends bien. C'est quoi exactement la question de recherche? Parce que, pourquoi on veut savoir ça? Parce que nous, quand on a fait notre étude avec Patrice et Stéphanie, on s'est posé la question, est-ce qu'on étudie vraiment le processus d'intégration des immigrants? Est-ce qu'on étudie la discrimination? Auquel cas, on veut des variables à l'intérieur du statut des migrants qui peuvent être plus saillants, en fait, que le simple statut des migrants. Je suis immigrante moi-même. Mais il y a la question linguistique, il y a la question de minorité visible. Donc, ça, c'est la première question. La deuxième question, et c'est plutôt un pensez-y bien, il y a eu beaucoup d'écrits sur la différence entre avoir une condition indemnisée et avoir un problème de santé ou de sécurité du travail. Et tant qu'on reste dans les statistiques de la CSST, on est dans l'indemnisation, alors que dans plusieurs des bases de données dont vous avez parlé, on a accès à un accès plus nuancé à des conditions de santé. On est plus en termes d'exposition, là, oui, tout à fait. Pour la première, en fait, nous, dans le groupe dans lequel je travaille, notre objectif, c'est vraiment de fournir des chiffres pour permettre l'orientation des programmations de recherche, des thématiques de recherche. Ça, c'est une chose. Donc, notre objectif était d'avoir un peu, nous, ce qu'on fait, c'est que souvent, on fait des indicateurs, puis avec nos indicateurs, ben, on est capable de dire, bon, dans tel secteur, on voit qu'il y a plus de risques. Dans tel autre secteur, ben, il y a un peu moins de risques, mais les blessures sont graves. Fait que c'était un peu dans cette logique-là qu'on voulait, un peu en termes de surveillance statistique, qu'on voulait avoir un outil pour cette population-là, parce que l'on commence à vouloir développer des choses à l'IRSST sur cette population-là. C'est un peu pour ça, c'est un peu vers là qu'on voulait avoir des données puis des chiffres. Puis je pense qu'avec ces données-là, la BDIM, entre autres, je pense qu'on serait capable d'un peu refaire nos indicateurs ou d'identifier des populations peut-être plus vulnérables ou est-ce que les immigrants sont plus à risque. Ça, on le sait plus ou moins là au Québec. On l'a pas vraiment là. Donc, c'est un peu vers là qu'on voulait plus un outil de surveillance. Pour l'autre question, oui, c'est pour les bases de données que j'ai considérées ici, en fait, je pouvais pas utiliser la base de données de la CSST, donc je pouvais pas y aller dans une condition d'indemnisation. Fait que c'était sûr que on pouvait pas y aller comme ça. L'avantage avec des bases de données plus populationnelles, ben c'est sûr que là, on a vraiment en termes d'exposition. On peut regarder il y a combien de gens, pas juste ceux qui vont passer. On va être capable de dire, mettons, pour ceux qui sont, mettons, avec la BDIM, qui vont avoir eu des indemnités d'incendie de travail, bon, là, eux autres, oui, sont dans une condition, mais on va pouvoir aussi regarder, mais globalement, ils se situent où, dans tel secteur, avec quelles caractéristiques. Donc, ça aussi, c'est intéressant de le savoir, là. C'est pas juste, c'est un autre volet. Ça aussi, on aimerait ça le faire, là. Je sais pas si ça répond assez bien, oui. Oui, bonjour, merci. Alain Gagnon, département de démographie, Université de Montréal. Vous avez parlé au début de populations vulnérables, en particulier, par exemple, de la main-d'œuvre un peu plus âgée ou enfin qui peut-être arrive au seuil de la retraite.
Est-ce que vous avez croisé ça avec la population immigrante? Est-ce qu'il commence déjà à y avoir suffisamment de données ou c'est très, très peu? Et sinon, effectivement, bon, on s'attend à ce que ce ne soit pas encore le cas, mais dans les prochaines années, avec la BDIM, est-ce qu'il y a des représentations de ces aspects-là? Parce qu'on s'attend à ce que, enfin, la fraction de la population migrante va augmenter de plus en plus. Oui. Yves Carrière pourrait vous en parler. Des populations immigrantes seront très, très représentées parmi les personnes âgées dans le futur. Donc, est-ce qu'il n'y a pas lieu de s'interroger sur la possibilité de tout de suite commencer à recueillir des informations dans ce domaine-là? Oui, tout à fait. Ben, en fait, ce que moi j'ai vu dans les données qui étaient déjà comme publiées, c'est qu'on remarque qu'en fait les immigrants ils restent plus longtemps sur le marché du travail parce que vu qu'ils arrivent plus tardivement sur le marché de l'emploi, ben ils vont rester plus longtemps. S'ils restent plus longtemps, est-ce qu'ils vont avoir des conditions particulières qui vont leur permettre de continuer dans l'emploi ou qu'ils occupent? Ça, c'est effectivement, c'est des thématiques qui pourraient être traitées là, avec la BDIM, là, je crois. Là. Sylvie Gravel, tu faisais allusion tout à l'heure à la table de concertation immigration, santé, sécurité au travail. Alors, lors de cette table-là, il s'est avéré assez éloquent que on avait beaucoup d'informations par des études qualitatives sur la surexposition des immigrants aux lésions professionnelles, à la sous-déclaration, à l'incapacité des cerner. Mais ce qui pose en tout cas à mes yeux, de prof à l'école de gestion, c'est que on ne sait pas où sont ces travailleurs-là. Il n'y a rien dans les fichiers administratifs qui nous dit que dans ce secteur d'activité, il y a des immigrants. Dans telle taille d'entreprise, il y a des immigrants. Dans tel type d'entreprise, tu as à la fois des travailleurs réguliers, des travailleurs étrangers temporaires et des travailleurs d'agence. Alors, l'intérêt avec lequel là, je m'associe à Pascal et à Patrice et à d'autres, c'est est-ce qu'on est capable de dresser un portrait au Québec pour dire que les immigrants travaillent surtout dans tel secteur d'activité, dans telle région, dans telle taille d'entreprise, et ils font partie des fois d'un multiple, parce que un inspecteur de la santé et sécurité au travail, il va voir les immigrants juste quand ils se cognent le nez dessus, puis ça, c'est quand il est capable de voir qui est là, et bien souvent, s'il n'est pas un travailleur régulier, il ne saura même pas, parce que l'employeur va dire, c'est pas mon travailleur, c'est un travailleur d'agence. Alors, on est en train d'avoir une composition de la main-d'œuvre qui se diversifie pour des raisons de flexibilité de toutes sortes, dans lesquelles on s'appuie essentiellement sur les immigrants, mais ils deviennent complètement anonymes. Alors, en termes de prévention, on ne sait même pas où est-ce qu'ils sont. Fait que c'est vraiment sur le coup de l'accident grave qu'on va le savoir. Point. Alors, je pense que ces travaux-là sont importants. C'est du tâton, puis on le comprend parce que le fichier administratif ne veut pas bouger là-dessus, c'est clair. Mais là, l'autre fois, il me disait, ben peut-être. Ah oui. Parce que là, comme ils sont fusionnés avec les normes du travail puis l'équité, c'est un petit peu plus gênant. Là, mais bref, il y a, je pense, à quelque part, une espèce de pression politique pour faire en sorte qu'on soit capable d'avoir un éclairage un peu plus circonscrit pour être capable d'avoir des mesures préventives cohérentes, parce que les lois de santé et sécurité au travail n'excluent aucunement ces travailleurs-là. Même pas les travailleurs étrangers temporaires. Non. Tous les travailleurs sont couverts. Tous les travailleurs sont couverts. Sauf que l'exercice de la prévention, elle est quasi impossible. En termes de couverture, on parle à peu près de 95% des travailleurs qui sont couverts par la loi sur la santé et la sécurité du travail. Il y a les travailleurs autonomes qui sont pas couverts. Ils peuvent se couvrir, mais c'est un peu différent, mais tous les travailleurs sont couverts par la loi. Alors, je veux juste rappeler aux gens qui nous écoutent en ligne que vous pouvez poser des questions si vous voulez, mais je vais continuer ici en personne. Je pense que M. Légaré voulait poser une question. Oui, Jacques Légaré, département de démographie. Dans les enquêtes, c'est en relation avec la question de mon collègue là, d'à côté, c'est que dans les 12 enquêtes, il n'y avait pas d'enquête longitudinale sur le vieillissement. Alors, est-ce que c'est parce qu'il n'y avait rien dedans ou elle a été tout simplement ignorée parce qu'on ne parlait pas de travailleurs âgés dans cette enquête-là? Ou de conditions de travail. Ou de travailleurs immigrants, donc je suis un peu intrigué par ça, parce que c'est une enquête très importante
présentement au Canada. Je suis c'est pas ma sûre. première question. OK. Tu veux que je réponde ça? Vous voulez que je réponde ça? La deuxième est en relation avec les analyses que vous allez faire. Je pense qu'il y a une discrimination très importante à faire. Vous allez faire des analyses, vous allez les faire selon le genre, évidemment. Mais pour les femmes, je crois qu'il est très important de distinguer les femmes qui sont venues par la sélection plutôt que par le regroupement familial. Tout à fait. Parce que là, c'est les accidents dans le deuxième groupe, peut-être difficile à saisir, mais vont peut-être être beaucoup plus nombreux. Donc, je crois qu'il faudra toujours faire cette dichotomie, tout au moins pour les femmes, entre regroupement familial et sélection. En fait, c'est quelque chose qu'on voulait faire d'emblée, là, parce que la catégorie d'admission, c'est quand même une variable qui est importante, là. Si tu rentres en regroupement familial, c'est sûr que c'est pas la même chose. Tu n'as pas été sélectionné pour les mêmes caractéristiques ou tes mêmes aptitudes à intégrer le marché de l'emploi qu'un immigrant économique, par exemple, le requérant principal économique. Fait que ça, c'était évident. Puis la BEDIM permet de le faire. Donc, on a ces informations-là. Que ça allait être considéré dans les analyses éventuelles, s'il y a. Pour ce qui est de l'enquête longitudinale sur le vieillissement, là, ça fait un certain temps. Il me semble qu'à ma mémoire, on l'a regardé. Je pourrais, mais je ne sais pas pourquoi. Ça, je pourrais pas répondre, ça fait trop longtemps. Mais il me semble qu'il y avait des critères, elle respectait pas, je pense, certains critères de sélection. Là. Il y avait peut-être pas assez d'informations sur les caractéristiques du travail ou je me souviens pas. J'ai pas réponse à votre question, mais je pourrais vous revenir si vous voulez. Oui, merci. Jean Poirier, Six. Votre étude et votre présentation illustrent très bien, je pense, un défi auquel on est confronté en tant que chercheur. C'est que, d'un côté, les enquêtes populationnelles, là, individus, ménages, les recensements, constituent un gisement de connaissances important, mais pour certains enjeux insuffisants. Donc, on s'est beaucoup battu au niveau de la recherche au Canada pour rendre accessibles ces données-là. Donc, au départ, les données des enquêtes longitudinales, transversales, les données des recensements. Mais on se rend compte que pour éclairer certains grands enjeux, il faut se tourner vers d'autres sources de données comme les données administratives, les données entreprises, les données appareillées, avec des données finalement, des enregistrements venant de plusieurs sources. Puis là, il y a toute une bataille qu'il faut mener parce que ces données-là sont nettement moins faciles d'accès que des données d'enquête et de recensement. Oui, c'est bon. C'est pour ça que nous, en fait, à l'IRSST, on a quand même un certain avantage en termes de financement parce qu'on est aussi un organisme qui finance des études sur la santé et la sécurité du travail. Donc, on peut aussi, il peut y avoir aussi des collaborations avec des chercheurs externes qui peuvent faire des demandes de subventions à l'IRSST là, pour étudier ces problématiques, ces thématiques-là de recherche. Fait qu'il y a quand même s'il faut qu'il y ait un effort, on peut quand même aller chercher des sous là, pour essayer de mettre tout le monde ensemble là, pour pouvoir essayer de faire avancer les choses. Oui, Robert Bourbeau, juste un complément. On disait tantôt qu'on ne savait pas où travaillaient les immigrants. Il me semble qu'avec les données de recensement, on a des informations. Oui. Il y a Jacques Laurent qui a travaillé sur on les a, à travers là, une série d'études. Je ne sais pas s'il peut ajouter des choses là-dessus, mais il me semble qu'on connaît quand même un certain nombre de choses sur les secteurs d'activité des immigrants. On a cette information-là, mais elle n'a jamais été publiée, en fait. C'est qu'il y a certaines choses qui sont publiées, mais c'est des très grands regroupements. Donc, pour nous autres, au Midi, en fait, ils ont publié un document il y a quelques années où là, ils faisaient justement les différences immigrants natifs sur les différents secteurs d'activité, mais c'est des codes à 2 chiffres. Pour nous autres, le commerce, ça veut, tu sais, pour nous autres, pour orienter la prévention, un code à 2 chiffres, c'est pas assez précis, c'est pas assez détaillé. Pour pouvoir nous permettre d'orienter nos activités de prévention. Mais oui, ces données-là sont disponibles dans le recensement, entre autres. Nous autres, on les utilise, les données du recensement à l'IRSST. Donc, oui, on pourrait les exploiter puis aller chercher cette information-là. Il y a d'autres questions? Je pense que personne ne s'est manifesté en ligne, alors je vais
conclure en remerciant donc Pascal. Merci encore une fois d'avoir accepté de venir présenter votre travail. Merci à vous tous d'avoir été là. Et je voulais vous dire que l'enregistrement du webinaire d'aujourd'hui sera disponible en ligne et la présentation PowerPoint aussi, si vous désirez la revoir ou la partager avec des gens que vous pensez que ça pourrait intéresser. Notre prochain webinaire, 25 novembre, pourrait aussi vous intéresser, la quantification des inégalités dans l'emploi au Canada. Vous pouvez vous inscrire en ligne, ce sera la même formule, donc vous pouvez venir en personne, mais si jamais vous êtes un peu trop loin, vous pouvez vous connecter via le webinaire. Et donc, merci au département de démographie de l'Université de Montréal, à l'Institut de santé et société de l'UQAM pour nous avoir aidés aujourd'hui. Et en terminant, je vais remercier nos principaux partenaires, les universités hôtes d'un centre de données, bien sûr, le Statistique Canada, Conseil de recherche en sciences humaines, Fondation canadienne pour l'innovation et les instituts de recherche en santé du Canada. Alors, merci beaucoup. À la prochaine.